Bonsoir, vous avez parlé de compétitivité, vous avez peu abordé le problème de la fiscalité en Europe. Ouais. Que pensez-vous de la concurrence fiscale que se font les pays en voulant attirer évidemment les entreprises étrangères? Voilà. Je pense notamment à l'exemple de l'Irlande, dont le taux de prélèvement sur les sociétés est proche de 12%, je crois, enfin 3 fois ou 4 fois inférieur à celui de la France. C'est difficile d'être compétitif et d'attirer les entreprises étrangères dans une situation telle que celle-là. Alors c'est vrai que j'ai peu parlé d'impôts. J'en ai même quasiment pas dit un mot, ce qui peut étonner de la part d'un journaliste des Échos. Je vais me faire taper sur les doigts, c'est terrible. Non, sur la fiscalité, la concurrence fiscale, évidemment, l'intégration ou des étapes supplémentaires en Europe rendent nécessaire une harmonisation de la fiscalité. C'est une banalité. La question, c'est comment on fait? Parce que, évidemment, l'Irlande a bâti son miracle. Alors, dans les années 90, et est repartie maintenant parce qu'elle a un taux de 12,5 de l'impôt sur les sociétés. Alors, juste une petite parenthèse, j'aime bien les parenthèses. Si on compare l'assiette fiscale quand on compare les taux, c'est une chose, mais il faut comparer les assiettes aussi. Et on s'aperçoit que les impôts ne sont pas forcément aussi éloignés qu'on le croit souvent quand on compare la base fiscale auquel s'applique un taux. Bon, je ferme la parenthèse. On ne pourra rien faire tant qu'il ne sera pas passé deux choses. Un, tant que les décisions se feront à l'unanimité en matière fiscale. Mais la fiscalité est le cœur dans l'histoire de France et dans l'histoire de tous les pays de la souveraineté de l'État. Le jour où des décisions fiscales se prendront à la majorité, même une majorité qualifiée, beaucoup de choses auront changé. Je n'entends personne, hélas, pour l'instant, dire cela. Probablement, et c'est tout le défaut de la construction européenne, on a élargi trop vite, 19 membres dans la zone euro, c'est sans doute beaucoup trop. Peut-on faire des harmonisations fiscales ou des rapprochements fiscaux, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir exactement les mêmes impôts, mais peut-on faire des rapprochements fiscaux avec moins de pays, l'Allemagne, l'Italie, la France? La difficulté, c'est la Grande-Bretagne. Oui, bon. La difficulté, c'est les pays qui ont envie de décoller, comme la Pologne. La difficulté, c'est où fait-on à quel taux, à quel niveau mettons cet impôt? Les Français ont des impôts hors normes, d'une manière générale, plutôt vers le haut, dans pas mal de domaines. Pas tous, mais dans pas mal de domaines. Donc il faut un renoncement. Quand il y a ce genre de difficultés, la bonne solution, c'est probablement de faire des plans à 15 ans. C'est-à-dire de se projeter dans l'avenir et de ne pas dire demain matin, on harmonise et on fait un taux d'impôt sur les sociétés qui est à 25%. On se dit, en 2020, chacun baisse ou monte d'un point et on finit par ça. Et on voit les conséquences petit à petit. Mais je vois quand même des grands progrès sur la transparence fiscale. Qui aurait imaginé il y a 5 ans que sur le Luxembourg, sur la Suisse, on arriverait aux échanges automatiques de données et d'informations fiscales? Alors, le paradoxe, c'est que ça s'est fait sous la pression des États-Unis et d'un certain nombre de scandales, LuxLeaks, SwissLeaks, HSBC et autres. Bon, c'est probablement la fiscalité est un des points les plus difficiles, je suis d'accord avec vous. Alors, je ne sais pas. Une question, deux ici, une question là. Oui. Bonsoir. Vous avez parlé à la fois de compétitivité hors coût, ainsi que de baisse des investissements et de vieillissement des machines. Et je voulais savoir s'il ne faudrait pas mettre en place, à votre avis, s'il ne faudrait pas mettre en place des mesures incitatives à l'investissement plutôt qu'à la distribution de dividendes, sans brider l'investissement privé. Merci. Et qu'en pensez-vous, vous? Moi, je pense que oui. Vous pouvez développer? J'ai rien préparé, contrairement à vous. D'accord. Je vais dire une horreur absolue. La part des dividendes dans la valeur ajoutée est assez stable. Les entreprises ont besoin de capitaux. On ne peut pas à la fois se dire une entreprise est obligée d'aller chercher des capitaux à l'extérieur
de France parce qu'elle n'arrive pas à en trouver en France et souhaiter taxer beaucoup plus fortement les dividendes. On a deux discours, c'est-à-dire qu'on s'étonne des décisions en France, on s'étonne des décisions des entreprises du CAC 40 et on pointe leurs dividendes, on pointe leurs décisions sur l'emploi, mais il faut savoir que le capital des entreprises du CAC 40 est à 52 ou 53% détenu par des investisseurs étrangers, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé collectivement, depuis longtemps, de ne pas lancer soit des fonds de pension, soit nous avons décidé d'avoir une fiscalité démocratiquement, nous avons décidé d'avoir une fiscalité sur les dividendes plutôt lourde et qui a été alourdie depuis 2011-2012. Nicolas Sarkozy a commencé et François Hollande a continué. C'est difficile d'avoir deux discours. Dailymotion, on se dit c'est épouvantable si ce sont des Chinois qui prennent la main, mais Dailymotion a besoin de capitaux. Voilà. Et toutes les entreprises sont un peu comme ça. Alors, la question de l'investissement, de la répartition entre les dividendes et les investissements. Oui, il y a une difficulté de l'investissement des entreprises en France, qui est d'abord, je crois, liée au taux de marge des entreprises. Le taux de marge des entreprises est plus bas que dans beaucoup d'autres pays et il a plutôt eu tendance à baisser ces dernières années. Il va remonter avec les mesures prises par le gouvernement depuis un an. C'est le taux de marge qui décide d'abord de la possibilité d'investir. C'est ensuite les projets, c'est ensuite la capacité des banques à les accompagner. Le poids des dividendes dans la valorisation de l'ensemble des entreprises n'a pas tellement bougé. Ce qu'il faut voir, alors, c'est que l'investissement a changé un peu de nature, et je voudrais prendre un exemple, qui est celui de l'industrie pharmaceutique. On pointe souvent Sanofi, vous avez peut-être vu les uns et les autres un reportage Cash Investigation, je ne sais pas si certains l'ont vu, qui peut lever la main pour dire que vous l'avez vu, voilà, ah ben oui quand même, voilà, qui pointait le cas Sanofi, la distribution de dividendes, et la panne d'investissement. Il faut voir que les choses dans l'industrie pharmaceutique, et je n'ai pas d'action Sanofi et je n'ai pas chargé de faire la communication de Sanofi, mais on voit bien que dans ce type d'industrie, l'investissement a changé. Autrefois, on investissait en construisant des usines, en embauchant Sanofi embauchait des chercheurs, construisait des labos de recherche, etc. Et on s'est aperçu dans ce domaine qu'on ne trouvait plus rien, ou pas grand-chose. Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Et que pour aboutir dans la recherche pharmaceutique, il fallait avoir des petits labos, des petites équipes, et donc racheter des petits labos, des start-up qui vont aider à l'innovation. L'investissement est différent et il se voit dans les comptes d'une entreprise de manière différente. Et donc, ce que je veux dire, le point, c'est que l'investissement des entreprises, il est moins élevé qu'avant, mais surtout, il s'est transformé et il est en train de se transformer. Mais c'est une adaptation de tous les instants. Et donc, oui, les machines ont vieilli, oui, il y a moins de robots qu'en Allemagne ou qu'en Italie. C'est assez curieux, d'ailleurs, l'Italie est un pays où il y a énormément de robots. La robotisation est assez poussée. Mais ça, c'est l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est que comme l'investissement se transforme, on peut s'attendre à ce que dans les années qui viennent, il y ait des bons résultats en termes de recherche-développement, d'innovation, etc. Mais donc, je ne suis pas, vous l'avez compris, je ne rentre pas trop dans... je ne suis pas vraiment en accord avec vous sur le thème, ce sont les dividendes trop élevés qui font la panne de l'investissement. Merci. La question n'était pas de tirer à boulet rouge sur les dividendes, mais juste de savoir s'il ne fallait pas mettre en place des mesures d'incitation fiscale à l'investissement plutôt qu'à la distribution de dividendes. Merci. La réponse est oui, effectivement. Je suis parti un peu sur un chemin de traverse. Oui, la réponse est oui. Il existe une mesure massive en France d'aide à l'investissement et à la recherche, qui est le crédit d'impôt recherche, qui est une mesure absolument massive, dont on pointe parfois les dérives, etc., mais qui marche plutôt. Donc ça, c'est une aide assez considérable qui touche beaucoup de secteurs et que beaucoup d'entreprises connaissent.
Donc ça, c'est un système d'ailleurs qui commence à être imité dans d'autres pays. Alors, concernant le chômage et les PIB en France, le bruit court que les entreprises chinoises, enfin les entrepreneurs chinois veulent ou achètent beaucoup d'entreprises françaises. Et ma question serait que pouvons-nous faire confiance à ces entreprises chinoises pour augmenter le chômage et augmenter les PIB en France, ou alors justement s'en méfier de peur que justement ces économistes chinois écrasent l'économie française? On a raison d'être vigilant, évidemment. Le poids des investissements chinois en France reste très très limité pour l'instant. Alors, il y a quelques cas dont on parle. Alors on parle, les plus récents, c'est les aéroports de Toulouse et bientôt de Nice, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Bon, le stock d'investissement chinois est relativement faible en France. J'ai vu qu'hier, le patron d'Alibaba avait annoncé un investissement, une plateforme qui va s'installer à Paris. Je ne crois pas que les investisseurs... Vous pensez aux investisseurs chinois qui s'installent en France, qui créent une activité en France, et vont-elles causer du chômage? Si elles s'installent en France, c'est plutôt pour créer de l'activité. Le parallèle que je prendrais, c'est Toyota à Valenciennes. Toyota à Valenciennes, au début, quand ils sont installés, alors je ne sais plus très bien comment c'était, ça doit être il y a assez longtemps, enfin il y a peut-être 15-20 ans, il y avait beaucoup de pessimisme sur l'effet que ça allait avoir sur l'économie et les autres constructeurs automobiles. En fait, c'est une des premières usines françaises et qui, je crois, crée chaque année de l'emploi. Pour l'instant, je n'ai pas d'inquiétude, mais je n'ai pas d'éléments suffisamment précis pour répondre sur tel ou tel investissement. Si vous pensez à un investissement en particulier ou un investisseur chinois en particulier, il faut le dire, mais je ne vois pas je n'ai pas d'exemple en tête d'investissement qui aurait abouti à plus de chômage en France. Bonsoir. Alors peut-être une remarque et ensuite une question. Vous avez dit à un moment que vous avez l'impression qu'il y a une créativité qui se fait en dehors du système politique. Donc je voulais dire que je partage ce constat que je trouve très fort, et je dirais même parfois que cette créativité se fait en rejet du système politique, et je pense que pour moi c'est un véritable sujet de recherche, d'investigation, et parce que ça a aussi un impact sur le fonctionnement, je pense, démocratique, puisque les gens refont société, s'emparent de la res publica, mais en dehors d'un système institutionnel. Donc je pense que ça pose de vraies questions. Ma question porte sur le modèle de croissance. On a aujourd'hui des économies dont on entend pas mal parler, l'économie collaborative, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. On en entend beaucoup parler, mais pourtant elle reste marginale en termes de poids dans l'économie et française et mondiale. Et je voulais savoir si vous pensiez que ces types d'économies avaient un potentiel vraiment pour impacter le modèle de croissance et les business models des entreprises, et si oui, est-ce que les entreprises françaises, vous avez l'impression qu'elles sont en train d'adapter leur outil, leur modèle à ces nouvelles potentialités économiques? Superbe question. Oui, je pense que ça va changer très profondément la donne et qu'on commence simplement à le voir. Pendant des années, vous savez, il y avait tout un débat sur les chiffres de la croissance ont-ils un sens? Donc c'était plutôt les décroissants, les altermondialistes qui évoquaient ce point. Notamment, par exemple, un économiste comme Bernard Maris, qui évoquait ce point-là. Je pense qu'on entre en plein dedans maintenant. Maintenant, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que si nous n'avons pas ressenti la crise aussi fortement que d'autres pays, nous l'avons ressenti, et il y a un nombre de chômeurs qui a progressé considérablement, c'est parce que le pouvoir d'achat s'est créé par d'autres méthodes qu'habituellement. Je vais prendre l'économie du partage, ça a été longtemps un fantasme et un objet de colloque un peu au fin fond d'endroits qui n'intéressaient pas grand monde. Je crois que vous regardez le succès, c'est une banalité, de Blablacar, c'est absolument stupéfiant. Vous regardez le succès de Drivey, c'est incroyable. Vous regardez Airbnb, Paris est, je crois, la première ville au monde pour le nombre de chambres ou d'appartements, enfin de logements offerts par Airbnb. C'est incroyable. Enfin, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, bon, peu importe. C'est un changement qui ne se mesure pas dans les chiffres de croissance. D'ailleurs, c'est un gros problème pour l'INSEE, parce que je ne sais pas très bien comment ils vont faire. Mais c'est du pouvoir d'achat.
Alors évidemment, ça rebouscule tous les secteurs d'activité. Dans l'automobile, évidemment, les drive-by menacent évidemment les Europcars, bon, clairement. L'économie Blablacar menace évidemment. Si on s'aperçoit que ceux qui ont moins de 30 ans ne veulent plus acheter de voiture aujourd'hui, mais préfèrent circuler dans la voiture des autres, c'est un changement considérable. Bon, la valeur voiture a moins d'importance qu'il y a 20 ou 25 ans ou 30 ans. Bon. On ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Pour l'instant, ça atteint, je le disais à un moment, ça atteint des secteurs qu'on a à peu près identifiés. L'hôtellerie, Accor est en train d'être bouleversée par Airbnb et d'autres, et bien d'autres. Voilà. Bon, ils sont obligés de monter en gamme. Ils sont obligés de changer les choses. Ça va finir, et ça commence par toucher les industries plus traditionnelles. La façon de fonctionner des entreprises, dans le mode de management. Alors, c'est quelque chose dont on souriait il y a quelques années, passer d'un mode hiérarchique à un mode transversal, collaboratif. Mais maintenant, c'est le cas. L'information circule différemment. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je pense que ça apporte... tout ça apporte de la qualité de vie, du pouvoir d'achat non monétaire. Donc ça, c'est très positif. Les conséquences sur l'emploi sont encore inédites. En même temps, aujourd'hui, le numérique crée des millions d'emplois en France. Bon, vous voyez la stratégie, par exemple, d'Orange annoncée hier, et Orange qui essaye de reprendre sa place. Les opérateurs de télécom sont bousculés, puisque la valeur est passée. On dépense des centaines d'euros pour acheter ceci, et on est prêt à discuter au centime près de l'abonnement de notre forfait téléphonique à 19,90. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça veut dire que la valeur s'est déplacée. Déplacée dans Google, s'est déplacée chez Apple, s'est déplacée chez Netflix. Les opérateurs télécoms, je prends juste cet exemple pour montrer le bouleversement que nous vivons. Les réseaux télécoms sont bousculés et ne gagnent plus d'argent. Orange a un chiffre d'affaires qui décroît depuis 5 ans, trimestre après trimestre. Ils prennent le taureau par les cornes et ils disent on va trouver une solution pour exister à nouveau. La solution, c'est de dire je multiplie le débit grâce à la fibre et la 5G, je vais multiplier le débit et les gens vont accepter de payer un peu plus cher. Donc nous sommes dans un bouillonnement formidable qui va encore améliorer notre qualité de vie. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va améliorer les statistiques de la croissance. Et je ne sais pas quelles vont être les conséquences sur l'emploi. En tout cas, il y a une chose dont on peut être certain, c'est que les compétences nécessaires demain sont des compétences qui seront évidemment plus qualifiées, de plus en plus qualifiées, des compétences spécifiques. C'est toute la question après de l'adéquation du système de formation et du système de l'économie. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment, nous avons encore des progrès à faire de ce côté-là. Je vais essayer de faire des réponses un peu plus courtes peut-être. Je crois que ce serait pas mal. Avant-dernière question, Dominique Seux. Bonsoir, monsieur. Je suis légèrement inquiet après votre exposé. Vous avez très largement situé l'économie de la France dans l'économie mondiale et vous avez rappelé justement que dernièrement, le dollar, le prix du pétrole et les taux d'intérêt ont joué fortement en faveur de notre pays. À la lecture de votre journal, qui publie des graphiques régulièrement, on voit que ce qui monte peut aussi baisser et inversement. Ça, c'est pas faux. Ouais. Que se passera-t-il lorsque ce cas de figure se renversera? Bon. Je vous ai dit tout à l'heure que les journalistes et les économistes étaient très forts pour parler du passé. J'essaye de parler du présent. Sur l'avenir, on va être un peu plus prudent. Le pétrole, oui, le pétrole remontera, évidemment. La vraie incertitude, inquiétude pour la France, dans les 2 ans, c'est si les taux d'intérêt remontent. C'est le pétrole, tant qu'il est bas, on en profite. Bon, il remontera à un moment ou à un autre, une fois que les pays producteurs ont décidé qu'ils ont asséché les gaz de schiste américains, enfin qu'ils les ont rendus moins rentables. Bon, ça remontera. L'euro probablement aussi, une fois que la Réserve fédérale américaine, dans quelques mois, décidera de remonter les siens. Les taux d'intérêt,
Ça, c'est ennuyeux, parce que la baisse des taux d'intérêt est alimentée par les politiques monétaires très expansives. Il y a de la monnaie partout, il y a de l'argent partout. Dommage qu'on ne le voit pas plus, mais enfin, il y en a partout. Bon. Ce robinet va se fermer. Et le jour où le robinet va fermer, les taux d'intérêt vont remonter. Et les pays endettés, comme la France, mais d'autres, en subiront deux effets qui est d'abord la charge des intérêts remontera nettement. Aujourd'hui, chaque année, l'État consacre environ 50 milliards, entre 40 et 50 milliards d'euros à payer les intérêts de la dette, seulement les intérêts. La totalité de l'impôt sur le revenu part dans le paiement des intérêts. Presque. Bon. Si les taux d'intérêt remontent, ça c'est un effet, c'est un effet cliquet très très rapide. Et là, c'est pour ça que j'insiste un peu sur les dépenses publiques, et on ne peut pas considérer que la question du déficit est juste une histoire de tuyauterie dont on n'a rien à faire, parce qu'à un moment, ça finit par se retourner. À l'élection présidentielle de 2017, on arriva à 100% de dette, en pourcentage du PIB. Bon, alors on peut effacer la dette, hein, ça s'est fait régulièrement, mais en période de guerre, à la sortie d'une guerre, bon, c'est pas ce qu'on souhaite évidemment, ça s'est fait par l'inflation, effacer les dettes par l'inflation. L'inflation n'a pas l'air de revenir, on est plutôt en période de désinflation, et donc il faut probablement être un peu sérieux, c'est idiot, c'est basique, c'est de bon sens, mais il faut être un peu sérieux dans la gestion des finances publiques. La question des taux d'intérêt, à mon avis, est la plus... il ne faut pas recréer des bulles d'endettement. Voilà. Aux États-Unis, ils sont un peu en train de recréer une bulle d'endettement privé. Voilà. Merci, monsieur Dominique Seux, de votre venue à Val-de-Reuil. Ma question, avant de poser ma question, je souhaiterais parler très rapidement de ce que vous avez évoqué sur les réformes. Vous avez parlé d'un système qui s'épuise, l'épuisement du système. Vous avez, par manque de compromis, gauche comme droite, voilà, vous avez dit tout ça. Et par la suite, moi aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que la France, c'est la politique des carrières. La politique des carrières. Les politiques sont puissants, mais dans les faits, on le voit que ça ne marche pas. N'a-t-on pas besoin en France des réformes constitutionnelles pouvant à la fois permettre d'aller vers ce dynamisme que vous avez évoqué à la fin dans votre mot de conclusion, ce dynamisme bien sûr souterrain, et aussi qui peut permettre à la fois donc de remettre la France sur le chemin de la croissance. Merci. Waouh. Là, ça sort un peu de mon champ de compétences. D'abord, j'ai dit qu'il y avait un épuisement du système politique, mais en même temps, il ne faut pas participer les politiques font le boulot, quoi. Alors, ils le font plus ou moins bien, etc. Mais quand on... il faut éviter... il y a un certain nombre de bonnes décisions qui sont prises, qui sont efficaces, qui fonctionnent. On regarde évidemment ce qui fonctionne mal. Mais si vous prenez... Alors, je vais vous surprendre, mais si on prend sur le plan social, par exemple, la création de la couverture maladie universelle, voilà une réforme que je trouve positive, ou la fusion annoncée il y a quelques semaines du RSA et la prime pour l'emploi, voilà une décision sociale lourde de conséquences, qui est impactante. Bon, ça, c'est une décision politique qui touche beaucoup de monde. Bon, les politiques aussi prennent, et puis évidemment les élus locaux qui sont bien plus près du terrain, et chacun sait, etc. Sur le plan institutionnel, moi j'étais très déçu par le quinquennat en fait. J'avais beaucoup cru que le quinquennat et le fait que les élections présidentielles et législatives seraient en même temps, je me suis dit d'abord ça fait une élection de moins, ça donne un dynamisme à l'équipe qui vient d'être élue, qui va pouvoir impulser un changement rapidement dans les 100 premiers jours après son élection. Nous sommes une société tellement politique que même pas un an après le début d'un nouveau mandat, nous pensons et nous ne parlons déjà plus que du suivant. Je suis assez effaré qu'en 2015, en mars 2015, alors je ne vais pas parler de mes éminents confrères éditorialistes politiques, mais ne regardent les choses que sous l'angle de 2017.
La France a un travers dans le commentaire, en tout cas, mais aussi, on s'intéresse beaucoup plus à la façon dont les gens prennent le pouvoir et le gardent plutôt qu'à ce qu'ils font. C'est un paradoxe. Je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs. Je crois que notre sang, nous avons du sang politique qui circule dans nos veines, probablement parce que le peuple français s'intéresse assez peu à l'économie. Ça doit être lié à l'histoire. Nous parlons mal, peut-être, nous tous, de l'économie. C'est possible aussi, je ne sais pas. Mais c'est un peu une facilité. Et donc j'ai été déçu du quinquennat. Moi je pense, enfin là vraiment c'est un avis vraiment je pense qu'un peu de proportionnel serait absolument nécessaire. Je pense qu'il y a un peu trop d'élections en France, qu'on vit en cycle électoral permanent, et je pense que notre bipartisme qui est lié au scrutin majoritaire à 2 tours fait que nous ne pouvons pas bâtir du consensus. Et donc, il est impossible de construire des alliances au centre. Et donc, c'est quand même une vraie difficulté. Nous sommes... je crois que c'est François Hollande qui disait ça il y a quelques temps. Au Conseil européen, sur 28, il devait être 2 à ne pas être en coalition. Bon, alors peut-être que tout marche mieux chez nous que chez les autres, hein, c'est possible. Pourquoi pas ? On n'est pas convaincu, il y a des choses à prendre évidemment ailleurs. Bon, en tout cas, là aussi, nous sommes un peu atypiques. La vertu du système de 58, c'était la rapidité d'exécution. C'était l'unicité du commandement. Bon, nous sommes allés un peu trop loin dans ce sens-là, surtout avec et c'était aussi face à des pouvoirs médiatiques, disons, d'avoir un pilotage efficace. Ça a marché pour construire un certain nombre de choses, hein, en termes de défense, en termes de politique étrangère, en termes d'économie peut-être administrée quand il le fallait au début, à la reconstruction. On est dans un système, je crois, aujourd'hui qui est un peu à bout de souffle de ce point de vue-là. Voilà. Mais si vous avez des idées, c'est le moment de les donner. Voilà, je crois que c'était la dernière question. C'est moi qui dois dire ça ou pas ? C'était la dernière question. C'était la dernière question. Non, je voulais remercier Dominique Seux parce que je crois me souvenir que quand on fait un papier à 7h20, il faut l'écrire avant. C'est vrai. Alors, parfois on l'écrit la veille, mais on n'a pas toujours le temps. Et quand on n'a pas toujours le temps, il faut se lever du côté de 5h du matin pour ne pas se tromper et se laisser un peu de marge. Donc il est là chez nous ce soir à 8h, il va rentrer. Donc je me dis que la nuit va être courte. Mais je suis privé demain matin de débat économique parce qu'il y a un mouvement social à Radio France. Vive la grève. Vive la grève. Je l'ai dit. Non, je ne le dis pas.